Bonjour à toutes et bonjour à tous. Cette vidéo porte sur les types de stratégies de diversification, liées ou non liées, ainsi que sur les notions de diversification horizontale ou diversification verticale. Alors pour rappel, la diversification consiste à répartir ses ressources entre différents domaines d'activité stratégiques au sein d'une entreprise. Nous avons déjà vu le cas du groupe de Sir Branson, Virgin. Nous pouvons aussi présenter une entreprise américaine comme General Electric, qui poursuit une stratégie de diversification en étant présent dans des domaines très différents tels que les services financiers, les générateurs d'énergie, les médias, les moteurs d'avion, les produits industriels, l'électroménager, le plastique ou l'imagerie médicale. On peut encore prendre le groupe français LVMH, présent dans le domaine du luxe, à la fois en maroquinerie, en alcool ou en haute couture. Alors en fait, il existe deux formes de diversification selon une typologie classique d'Ansoff, la diversification liée et la diversification non liée ou aussi appelée conglomérale. Alors, la diversification liée, eh bien, ça signifie que l'entreprise fait le choix de se développer dans des activités qui ont des points communs avec son métier de base, afin de générer des synergies entre ces DAS, et donc de mettre en commun des ressources et compétences. On peut citer le groupe Apple, qui est présent dans la musique avec l'iPod, la téléphonie avec l'iPhone, l'informatique avec l'iPad ou le Mac. Il s'agit bien d'une diversification liée. Alors, la diversification non liée ou conglomérale, quant à elle, eh bien, signifie que l'entreprise fait le choix de se développer dans des activités qui n'ont pas de points en commun. Elle obéit en fait à une logique de croissance, sans que les nouveaux secteurs visés n'entretiennent nécessairement des synergies fortes avec son métier d'origine. L'exemple de General Electric est une bonne illustration. Alors, la question que vous avez sûrement au bout des lèvres, en fait, c'est de savoir mais comment je vais arriver à détecter si la nouvelle activité a des points communs ou pas avec le métier de base de l'entreprise. Eh bien, je vous suggère de tout simplement examiner la chaîne de valeur de chaque activité du groupe, de façon à évaluer s'il y a des maillons de la chaîne qui sont en commun entre plusieurs activités. Si oui, eh bien on considérera que la diversification est une diversification liée. On peut donc détecter que les diversifications liées en fait reposent essentiellement sur deux types de synergies. Alors les synergies tout d'abord commerciales, liées au marché et aux clients, ou les synergies technologiques. Alors la synergie basée sur une synergie commerciale, eh bien va par exemple utiliser le même réseau de distribution, comme Apple, ou bien va s'adresser au même type de clientèle avec des produits différents comme Gillette. Par contre, la diversification liée plutôt centrée sur des synergies technologiques, eh bien on peut prendre l'exemple de Zodiac. Vous voyez, qui est ce produit de canot gonflable, eh bien, sa technologie, l'élastomère, le strongan, est un matériau très résistant et étanche qu'il utilise pour ses canots, mais qu'il utilise aussi pour ses piscines. Alors, certains défendent l'idée qu'une stratégie de diversification liée pourrait aussi l'être par les compétences. Mais alors, dans ce cas, on se pose la question de l'existence des diversifications conglomérales et non liées. En effet, par exemple, le groupe Virgin, bien, on pourrait considérer que c'est un beau type de diversification conglomérale, puisqu'il est dans le ferroviaire, comme je l'ai dit, dans l'aéronautique, dans les sodas, dans l'Internet ou la téléphonie. Mais pourtant, on pourrait aussi considérer qu'il partage des compétences par sa gestion de la marque ou par ses compétences en marketing, et qui sont transversales aux différents domaines d'activité. À ce moment-là, la diversification conglomérale pure existerait rarement si on considère qu'on peut lier une diversification par les compétences. Alors maintenant, si on regarde les diversifications liées, eh bien en fait, elles-mêmes peuvent prendre deux formes différentes. La diversification que l'on appelle horizontale, où l'entreprise va décider d'entrer dans des nouveaux secteurs qui ont bien sûr des points communs avec son domaine initial, comme les voitures, qui vont décider de construire des camions, ou des tracteurs, ou des motos. Donc c'est la diversification horizontale. Alors que la diversification verticale est plus communément appelée l'intégration verticale.
Elle repose, elle, sur l'acquisition de nouvelles compétences et surtout le renforcement de l'entreprise dans son métier d'origine, en faisant quoi? Eh bien, en intégrant des acteurs de sa filière industrielle. C'est-à-dire, soit ses fournisseurs, soit des distributeurs ou des clients. Alors, intégrer le métier de ses fournisseurs, c'est ce qu'on va appeler l'intégration verticale en amont. Un exemple intéressant, eh bien, c'est Michelin, qui en fait fabrique des pneus. Eh bien, il a décidé d'acheter des plantations d'EVA, qui est l'arbre à caoutchouc. On comprend bien que cette intégration verticale, elle peut être totale, si Michelin ne se fournit plus que dans ses plantations, ou plutôt partielle, si Michelin se fournit en partie dans ses plantations, mais continue à avoir d'autres fournisseurs pour son caoutchouc. Alors, il existe non seulement l'intégration verticale en amont, mais aussi celle dite en aval. C'est-à-dire qu'on décide de faire le métier de son client ou de son distributeur. Par exemple, un voyagiste conçoit des voyages et il décide d'acheter ses propres agences de voyage pour distribuer ses packages de vacances, au lieu de passer par un réseau d'agences de voyage indépendants. On voit aussi ces intégrations depuis l'avènement d'Internet et des contenus numériques, où l'intégration verticale bien, couvre le matériel et les systèmes d'exploitation, mais c'est maintenant étendu aussi sur des systèmes en ligne, des plateformes de diffusion de contenu ou d'applications. Apple est déjà très loin dans ce mécanisme d'intégration verticale avec son iPod, son iPhone et son iPad, avec iTunes pour les contenus, App Store pour les applications ou encore Apple Store pour la distribution et récemment Apple Music. Mais finalement, quels sont les avantages potentiels de ce type de stratégie d'intégration verticale? Eh bien, l'intérêt de l'intégration verticale peut être la sécurité des approvisionnements ou encore les débouchés pour l'entreprise. Un deuxième avantage peut être la réduction potentielle des coûts pour l'entreprise, en évitant le pouvoir des négociations des fournisseurs ou encore les coûts de coordination. Un autre avantage peut être la maîtrise de technologies complémentaires. Et là, il y a un très beau cas, c'est le cas du groupe Swatch. Le groupe Swatch est connu pour ses montres, vendues partout dans le monde. Eh bien, c'est une entreprise totalement intégrée verticalement dans le domaine de la production horlogère. Il est capable de fabriquer tous les éléments nécessaires à la production de ses montres mécaniques ou de ses montres à quartz. Et donc, définitivement, Swatch a décidé de créer, de produire, de distribuer de manière indépendante ses produits et ses marques partout dans le monde et pour tous ses segments de clientèle. Et donc, quelque part, sa position de leader lui permet aussi d'explorer de nouvelles formes de développement dans le secteur, comme la bijouterie ou l'art. Un autre avantage, c'est bien sûr l'internalisation des marges réalisées par les fournisseurs ou les distributeurs. Si on récupère les activités, eh bien, la société va s'approprier les marges en interne. Un autre avantage, c'est de pouvoir partager de l'information qui va permettre de réaliser certains investissements parce que l'intégration va offrir une plus grande sécurité. Ou encore, c'est l'accroissement potentiel d'un pouvoir de marché vis-à-vis de ses concurrents, de ses fournisseurs. Par exemple, devenir le distributeur de ses produits, mais aussi on peut devenir le distributeur des concurrents et ainsi renforcer la position de l'entreprise intégrée. Autre avantage encore, le contrôle de la distribution peut permettre de renforcer son image de marque, renforcer ses produits. C'est le cas dans les produits de luxe. On avait cité LVMH. Eh bien, intégrer la distribution va permettre de créer des points de vente qui deviennent des endroits d'exception. Alors, dans certains cas, l'intégration verticale peut aussi être une source de réactivité pour l'entreprise. Un exemple, eh bien, c'est le groupe Inditex, qui commercialise, vous connaissez la marque Zara. Eh bien, il réussit, grâce à l'intégration verticale, à réduire significativement le délai entre la création des nouveaux modèles et leur commercialisation dans les points de vente. Et enfin, encore un avantage de l'intégration verticale, eh bien, un secteur peut devenir une forme de barrière à l'entrée pour des nouveaux entrants, de nouveaux concurrents. Par exemple, en plus d'être fabricant, si vous avez intégré la distribution, eh bien, le nouvel entrant devra devenir distributeur aussi. Et donc, ça s'avère plus coûteux et plus complexe. Mais attention, il y a aussi des limites à cette intégration verticale. Et ça explique l'échec de beaucoup d'entreprises et certaines entreprises qui ont renoncé partiellement ou totalement à ce type de mouvement stratégique.
Les limites, eh bien, c'est des investissements qui sont très coûteux et parfois au détriment de l'activité principale de la société. Une autre limite importante, c'est la nécessité de bien maîtriser les nouveaux métiers et de pouvoir intégrer les nouvelles cultures d'entreprise qui ne sont pas nécessairement compatibles avec l'entreprise de départ. Et enfin, la perte d'opportunités sur le marché. Par exemple, si vous êtes une entreprise intégrée, vous allez travailler de facto avec votre produit fournisseur, alors que vous auriez peut-être un prix meilleur sur le marché, ou la difficulté de pouvoir passer par d'autres distributeurs qui pourraient être plus performants, ou encore passer à côté de certaines sources d'innovation. Alors ces stratégies de diversification posent toujours la question des modes de croissance de l'entreprise. Et il faut savoir qu'il y a deux modes de croissance importants. C'est ce qu'on appelle la croissance interne, qui revient en fait à développer son entreprise par ses propres moyens, avec ses propres ressources, à son rythme, ou alors la croissance externe, qui est là, en général plus rapide et qui se fait par rachat d'entreprise. En tout cas, il y a un arbitrage permanent qui repose sur un choix stratégique de l'entreprise, que je vais résumer comme ça, make or buy. Est-ce que je fais moi-même ou est-ce que j'achète un autre acteur économique qui fera mieux et moins cher que moi? Eh bien, je vous laisse à nouveau sur une citation de Pierre Waldeck-Rousseau, qui est un homme d'État français, et qui nous dit « Gouverner, c'est choisir entre deux inconvénients ».